À mon tour d'enchaîner toujours sur ces attaques sectorielles, mais cette fois-ci sur le secteur de la banque. Les banques, on va le voir, sont visées toujours par des attaques qui sont de plus en plus astucieuses, mais on ne résiste pas à l'idée de vous rappeler quand même que les banques sont aussi visées par des attaques très simples, très physiques, comme ce monsieur qui finalement semble avoir oublié quelque part son code de carte bancaire et qui avait vraiment besoin de liquide, et donc qui s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de voir comment marchait l'intérieur d'un distributeur de billets, et sur lequel il repart avec la cassette qui contient donc les billets. Bon, la plupart du temps, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des cartouches d'encre dans ces cassettes qui contiennent les billets et qui vont marquer de manière indélébile les différents billets de monnaie qui ne pourront pas être utilisés par la suite. Bon, n'empêche, ça vous montre quand même qu'on attaque encore les banques de manière physique avec des bonnes vieilles méthodes. Voilà. Et donc, vous le voyez qui repart tranquillement avec son morceau de distributeur. Ça aurait pu être un épisode de Mr Bean, mais c'est la réalité. Alors, au-delà de ce point-là, on le voit, les banques, elles sont toujours visées par des attaques cyber. Ça fait des années et ça ne change pas. Ce qu'on voit, c'est des attaques de type jackpotting qui ont eu lieu beaucoup en 2018. Alors, vous voyez le jackpot, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est des attaques qui vont viser les distributeurs de billets, où on va, par des moyens souvent physiques, à nouveau, réussir à percer un trou au bon endroit sur le distributeur de billets et brancher un câble USB relié à un téléphone qui va permettre, parce que ces distributeurs de billets sont quand même souvent des machines qui sont peu sécurisées ou avec des systèmes d'exploitation anciens, mais qui vont permettre de faire sortir les billets du distributeur. Donc ça, il y a eu beaucoup de cas, vous voyez les coupures presse ici sur 2018. L'autre point, c'est les attaques par cheval de Troie. Alors ça, c'est le grand classique. On vise les clients des banques, cette fois-ci, on va piéger leur système informatique, et puis on va récupérer les différentes informations qui permettent d'accéder au compte, voire faire des virements. Et on a des articles ici avec des très jolis chevaux qui permettent d'illustrer vraiment le sujet. Dernière typologie d'attaque qui a toujours lieu en 2018, c'est peut-être la plus ancienne, c'est les attaques en déni de service, de manière très classique. Eh bien, on fait tomber le site internet de la banque pour passer un certain nombre de messages ou pour essayer de détourner l'attention des équipes sécurité. Voilà, ça c'était un peu le classique, mais on souhaitait, avec le groupe de travail, faire un zoom sur 3 cas particuliers cette année qui nous ont semblé particulièrement astucieux et je pense qu'ils sont aussi intéressants à analyser pour d'autres secteurs d'activité. Le premier, c'est l'attaque d'Arkhvishnia. Cette attaque, elle a impacté plusieurs banques d'Europe de l'Est et elle a coûté finalement plusieurs dizaines d'euros. Je pense qu'il y a un problème dans les versions des slides, mais ça n'est pas grave. Hop. Donc cette attaque, c'est une attaque qu'on dit cyberphysique. Pourquoi ? Parce que finalement, cette attaque, elle a commencé par quelque chose de très ancien, de très basique, une intrusion dans les locaux de la banque, en se faisant passer pour un candidat, en se faisant passer pour un livreur, et directement en connectant un équipement malveillant sur les systèmes de la banque. Alors, systèmes qui peuvent être une prise réseau laissée dans le hall d'accueil, qui peuvent être les écrans d'affichage que vous avez aujourd'hui beaucoup, vous savez, dans les banques avec les publicités qui circulent, tout ça est raccordé à des réseaux. Et bien, une fois qu'on est à l'intérieur, on peut débrancher ces équipements et rebrancher d'autres qui peuvent être donc soit du classique, un ordinateur portable, soit des Raspberry plus petits, ou encore plus petits, des clés USB spécialisées avec des frameworks d'attaque qui finalement sont alimentés directement par le port USB et qui permettent d'avoir un pied dans le réseau de l'entreprise. Et une fois qu'on a un pied sur le réseau interne, c'est facile, on utilise les méthodes d'attaque classiques, et on va pouvoir se connecter à distance, intercepter des mots de passe, accéder à un certain nombre de dossiers, et puis progresser au sein de la banque, et puis installer les différents malwares dont on a besoin donc pour réaliser ces attaques et détourner donc des millions d'euros. Voilà, donc première tendance dans l'astuce, c'est l'attaque cyberphysique. Deuxième tendance, c'est ce qui est arrivé à la Bank of Chile, donc, qui est un des plus grands réseaux bancaires au Chili, plus de 400 agences, et qui a subi l'année dernière une perte de 10 millions d'euros. Alors vous savez, moi j'aime bien suivre les chemins des attaques en utilisant des routes. Si vous étiez là l'année dernière, on avait détaillé l'attaque de la Banque du Bangladesh de la même manière. Et donc là, si on regarde quel est le chemin qui a été suivi par les attaquants pour viser la Banque du Chili, ils ont commencé par taper assez fort.
Donc ils ont commencé par infecter 9000 PC et 500 serveurs en rentrant sur le réseau avec des techniques d'intrusion qui pour l'instant ne sont pas complètement connues. Il y a des hésitations entre du classique spear phishing ou l'usage d'attaques de tiers. Bien entendu, immédiatement, les équipes informatiques investiguent. Là, ce qui est écrit est faux, c'est effectivement pas la bonne version des slides. Il y a eu des actions de débranchement préventif, mais pas de 9000 PC complémentaires. Les 9000 étaient ceux qui étaient attaqués initialement. Mais en tout cas, il y a eu des actions dans les filiales pour finalement éteindre petit à petit les systèmes restants pour les protéger. C'est quand même une bonne pratique qu'on voit usuellement dans la gestion de crise cyber. Et puis finalement, tout ça arrête la majorité de l'activité et concentre toutes les équipes IT sur la gestion de la crise. Et vous n'aurez pas été sans remarquer qu'il y a une deuxième route en bas sur ce slide, parce que pendant ce temps-là, pendant que les équipes finalement de la DSI sont enfermées dans leur effet tunnel de cette gestion de crise, eh bien les cybercriminels, eux, en profitent pour aller sur ce qui reste de fonctionnel dans le réseau, pour lancer un certain nombre de virements électroniques sur le réseau SWIFT, évidemment des virements frauduleux. Et ces virements, ils permettent de détourner plus de 10 millions de dollars vers des comptes à l'étranger, à Hong Kong en l'occurrence. Donc là, on voit vraiment qu'il y a eu une astuce et finalement une méthode de diversion. Alors on voyait des diversions dans le passé, mais c'était des diversions qui étaient souvent assez gentilles. On faisait un petit déni de service, on attirait l'attention quelque part. Là, on passe sur des actions de diversion qui, là, vous le voyez, peuvent être beaucoup plus violentes pour le système d'information. Et peut-être qu'au final, la gestion de la crise va coûter encore plus cher à la banque que la fraude qu'elle a subie directement. Troisième attaque que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est celle qui a touché la banque qui s'appelle Cosmos, qui ont vu ces distributeurs de billets qui ont été pris pour cible et une attaque qui au final a coûté plus de 12 millions d'euros. À nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? De manière très classique, comme sur la grande majorité des attaques qu'on voit aujourd'hui, une intrusion dans le réseau. Alors, à nouveau, on ne sait pas encore vraiment comment ils sont rentrés, parce que c'est toujours la difficulté qu'on a dans les entreprises aujourd'hui, d'avoir des capacités d'investigation qui permettent de revenir jusqu'au premier PC qui a été touché dans le réseau. Toujours est-il qu'ils sont rentrés. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des mouvements latéraux, de manière à nouveau assez classique. Mais là où ils ont été particulièrement forts et particulièrement pointus dans leur attaque, c'est qu'ils ont réussi à reconstruire le système de gestion des distributeurs de billets. Ils ont dupliqué ce système de gestion des distributeurs de billets. Et vous savez, quand on va à notre distributeur de billets, on met la carte, on tape le code, et à ce moment-là, il y a un message qui part vers notre banque pour savoir si la carte est autorisée et si les plafonds sont les bons. Là, ils ont simplement changé pour que le système réponde tout le temps oui. Et donc finalement, pour pouvoir autoriser l'ensemble des transactions sans faire aucune vérification. Donc là, déjà, beaucoup d'astuces, une vraie compréhension du métier. Et puis derrière leur force, c'est qu'ils ont quand même été capables de distribuer plus de 450 cartes de crédit clonées et d'orchestrer un réseau de personnes dans 28 pays pour aller retirer dans des distributeurs de billets cet argent, ce cash, et après pouvoir le reconsolider. Donc là, on voit vraiment qu'on monte en gamme dans les réseaux de cybercriminels avec une vraie logique mafieuse derrière, un vrai réseau mafieux qui est capable d'agir simultanément dans plusieurs pays. Cerise sur le gâteau, parce que tant qu'à être dans le réseau de la banque, on ne va pas s'arrêter là. Ces cybercriminels, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi pris le contrôle des systèmes SWIFT et finalement, ils se sont fait un petit virement de 1,7 million d'euros en plus pour compléter finalement les 10 millions d'euros qui avaient déjà été volés. L'attaque est donc assez sophistiquée. On voit compréhension des systèmes métiers, réseau de mules et utilisation des systèmes SWIFT. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'enquête quand même avance assez vite. Il y a déjà 7 mules qui ont été arrêtées, donc 7 personnes qui ont été retirées de l'argent dans les distributeurs de billets. Et peut-être que ça permettra de remonter finalement aux donneurs d'ordre. Alors peut-être que Loïc nous en parlera tout à l'heure dans ceux qui ont été arrêtés, ou en tout cas peut-être en 2020. Voilà ce qui conclut la partie sur les banques et je passe donc la parole à Loïc Guézot.